Alors, imaginez un peu la situation. L'Europe, elle a besoin d'une bouée de sauvetage économique, surtout face à la pression américaine. Et là, au moment crucial, que fait-elle? Eh bien, elle coupe l'accord d'elle-même. C'est assez fou, non? Comment on a pu en arriver là? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. La question, elle a l'air simple comme ça, mais la réponse, c'est une autre histoire. Pourquoi est-ce que le Parlement européen a mis un stop brutal à un accord qui semblait, mais vraiment crucial pour son avenir? C'est un peu le grand mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Ok, alors on commence avec cette image, d'une bouée de sauvetage coupée. L'Europe était vraiment sur le point de signer une victoire économique majeure. Mais le coup de grâce, il n'est pas venu de l'extérieur, d'un concurrent, non, il est venu de l'intérieur même de l'Union. Tout semblait vraiment rouler comme sur des roulettes. Et puis, d'un coup, le Parlement européen fait marche arrière toute. Au lieu de valider et d'avancer, il décide d'envoyer l'accord, le fameux accord Mercosur, devant la Cour de justice de l'UE pour un examen juridique. Personne, mais vraiment personne ne s'y attendait. Et la conséquence directe de tout ça? Bim, un retard d'au moins 2 ans, minimum. Il faut bien comprendre que dans le commerce international, 2 ans, c'est une éternité. C'est comme si on avait pris cet accord et qu'on l'avait mis au congélateur sans même savoir si on le ressortirait un jour. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de cet accord Mercosur. De quoi s'agit-il exactement? Parce que pour bien mesurer l'impact de cette décision, il faut d'abord comprendre l'ampleur de ce qui a été, de ce qui a été perdu. Alors le Mercosur, c'est qui? C'est l'autre acteur majeur dans cette histoire. C'est un énorme bloc économique en Amérique du Sud, pensez Brésil, Argentine, bref, des poids lourds. Et tout l'objectif de l'accord, c'était de connecter ces deux géants, l'Europe et le Mercosur. Et les enjeux, ils étaient juste colossaux. On parle d'un accès à un marché de plus de 700 millions de consommateurs. Vous imaginez? Et ce n'est pas tout, 91% des droits de douane qui sautent. C'était vraiment l'occasion en or pour l'industrie européenne de se relancer, de s'imposer face à des géants comme la Chine et les États-Unis. Ok, alors, si l'accord était si génial, qui a bien pu vouloir le saboter? C'est là qu'on entre dans la troisième partie, la colère des agriculteurs. Officiellement, en tout cas, le coupable désigné, c'est une force politique très crainte à Bruxelles, le lobby agricole. Et cette phrase, elle résume tout. La peur des tracteurs décide du destin du continent. C'est fort, non? En gros, la version officielle, c'est que la peur panique des manifestations d'agriculteurs avec leurs tracteurs dans les rues et surtout leur poids dans les élections a poussé les politiques à, tout simplement, sacrifier un accord ultra stratégique. L'argument officiel est donc assez simple, hein. Il fallait protéger nos agriculteurs européens, les Français en tête, d'une concurrence sud-américaine qu'on jugeait déloyale. Bon, c'est une histoire qui se tient, mais est-ce que c'est toute l'histoire? Pas si sûr. Et là, attention, voilà le chiffre qui sème le doute. Le fameux point de crispation, les importations de bœuf. Eh bien, le quota prévu ne représentait que 1,5% de toute la consommation de l'Union européenne. 1,5%. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait capoter un accord aussi gigantesque? Ça paraît un peu léger, non? Ce qui nous amène à la partie suivante, le jeu politique en coulisses. Parce que si l'histoire des agriculteurs n'était qu'un prétexte, alors que s'est-il vraiment passé? C'est là qu'on va plonger dans les véritables manigances politiques. Il faut s'imaginer le truc. Le suspense était total. Le vote qui a fait basculer l'avenir de l'accord, il s'est joué à rien du tout. Un fil, 10 petites voix d'écart. Pensez-y, 10 personnes ont décidé du destin économique de tout un continent. Regardez-moi ces chiffres. 334 pour le report, 324 contre. C'est ce qu'on appelle un score serré. C'est fou de se dire que la décision a tenu à si peu de choses. Une petite poignée de députés a littéralement fait pencher la balance d'un côté. Alors, comment ils ont fait? Quelle a été l'arme du crime? C'est un truc un peu technique, mais crucial. Ils ont demandé à la Cour de justice de classifier l'accord comme un accord mixte. Et ça, c'est la pilule empoisonnée. Pourquoi? Parce que ça change absolument toutes les règles du jeu. Et voilà le piège. Avec un accord mixte, ce n'est plus juste le Parlement européen et le Conseil qui votent. Non, il faut que les 27 parlements nationaux, oui, les 27, le Parlement français, l'allemand, l'hongrois, etc., le ratifient aussi. Au lieu de 2 votes, on passe à 29. C'est une mission quasi impossible, un vrai cauchemar bureaucratique fait pour enterrer l'accord pour de bon. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est l'alliance qui s'est formée pour torpiller l'accord. C'est complètement improbable. On a les Verts et la gauche qui font équipe avec leurs pires ennemis idéologiques, l'extrême droite.
On a les libéraux français du groupe de Macron qui cèdent à la pression des agriculteurs chez eux, et même des socialistes en Roumanie ou en Grèce qui retournent leur veste à la dernière minute. Clairement, les petits calculs nationaux ont pris le pas sur les grandes stratégies européennes. Bon, maintenant qu'on a vu le jeu politique en coulisses, parlons des conséquences. Parce que tout ce chaos, il a un impact. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'Europe, pour sa place dans le monde? Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe. Le secteur qui a fait le plus de bruit, l'agriculture, il pèse pour à peine 2% de l'économie de l'Union. 2 petits pourcents. Et ce secteur a réussi à bloquer un accord qui aurait été une aubaine pour l'industrie et les services, qui, eux, représentent tout le reste. Comme quoi, faire le plus de bruit ne veut pas dire qu'on est le plus important pour l'économie. Du coup, aujourd'hui, tout l'avenir de cet accord est entre les mains des juges. Il y a 2 chemins possibles. Scénario 1. La Cour dit que c'est une compétence exclusive de l'UE. Là, il y a une lueur d'espoir, on peut le relancer. Scénario 2. La Cour le classe comme mixte, et là, il est quasiment mort et enterré. Alors, y a-t-il une dernière porte de sortie? Oui, une petite. On parle d'application provisoire. L'idée, ce serait de mettre en place une partie de l'accord en attendant la décision finale de la justice. L'Allemagne est plutôt pour, mais devinez qui bloque? La France. Toujours la même histoire, la peur des agriculteurs. Ça montre bien que les divisions au sein de l'Europe sont toujours là. Au final, toute cette saga, elle révèle une fracture, une vraie paralysie européenne. En se laissant bloquer par des intérêts qui sont très locaux et des petits jeux politiques, est-ce que l'Europe n'est pas en train de passer à côté de son destin? Devenir un simple spectateur dans l'économie mondiale alors qu'elle voulait en être un acteur majeur. Une opportunité manquée comme celle-ci, c'est peut-être un peu de sa pertinence sur la scène mondiale qui s'envole avec.